vous saluer toutes et tous. Je vais essayer de faire vite pour ces 2 minutes d'introduction, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire. La première de ces choses, on est le 28 janvier, j'ai encore 3 jours pour le faire, c'est présenter à chacune et chacun d'entre vous nos meilleurs vœux, les meilleurs vœux de OTH pour vos équipes. Alors ces vœux, ils doivent être d'autant plus chaleureux cette année qu'on ne sait pas s'ils seront exaucés. Donc on vous adresse vraiment beaucoup de vœux de succès et de santé, bien sûr, pour cette année 2021. Le deuxième point important, c'est de remercier nos partenaires sur ce webinaire, Quorum, bien sûr, qui héberge la plupart de nos webinaires aujourd'hui, et puis le magazine Direction, nouveau partenaire sur ce webinaire. Merci à eux, merci pour ce partenariat. La troisième chose, c'est qu'après les vœux de bonne année, c'est aussi des vœux de bon anniversaire. Nous entrons en cette année 2021 dans l'année des 30 ans de OTH, de l'association et de l'accord. C'est important cette année. On va essayer de ne pas s'auto-célébrer cette année, mais bien plutôt au contraire de faire d'autant plus d'efforts pour innover et être au rendez-vous de vos attentes et de vos besoins. Et puis le dernier point que je voulais vous dire autour de ce message de bienvenue, c'est qu'on est à guichet fermé aujourd'hui quasiment, on est à 450 participants, on n'est pas loin de la jauge. Ça manifeste à l'évidence un intérêt partagé pour ce sujet de la réforme de la DOETH, puisque nous entrons ce début d'année 2021 dans le sprint final qui va nous amener dans les 6 derniers mois de la mise en œuvre de cette fameuse réforme issue de la loi du 5 septembre 2018. Donc je crois que c'est important, on a été à votre écoute ces dernières semaines, on a interrogé un certain nombre d'entre vous, vous nous avez partagé vos besoins d'accompagnement de façon la plus didactique possible, le plus technique aussi parfois. Donc je crois qu'on va essayer aujourd'hui, puis dans les rendez-vous qui vont suivre dans les semaines et les mois à venir, d'être à la fois sur le sens, pourquoi cette réforme, en quoi elle peut être un levier pour les politiques handicap dans nos établissements, mais aussi sur des aspects extrêmement techniques, et on va essayer de vous accompagner et de vraiment vous donner la main dans ce moment de changement pour amortir ces changements le cas échéant, et surtout pour vous aider à ce qu'ils soient le mieux intégrés dans vos fonctionnements associatifs. Voilà. J'en ai terminé, je cède la main à Geneviève Coissy et Christine Calvino qui vont vous accompagner dans ce beau et grand voyage de la réforme de la DOTH. Merci à vous et bon webinaire. Merci Pierre-Marie et bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire dédié à la DOETH 2020. Je suis Christine Calvino, chef de projet à OETH, et je suis accompagnée de ma collègue Geneviève Coissy. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire de OETH. Premier webinaire de l'année, effectivement, sur un sujet très très délicat. Et bien voilà comment il va se dérouler ce webinaire. Il y aura une demi-heure de présentation et ensuite on consacrera un quart d'heure à vos questions. Questions que vous pouvez poser dans l'encart qui est à votre droite, tout en haut. Et sur le bas précisément, vous pourrez poser vos questions d'ordre technique. Il y a des personnes qui sont là pour répondre à vos questions, donc précisément d'ordre technique. Voilà, donc non, autre chose, avant que je n'oublie, je précise quand même que ce webinaire sera bien évidemment disponible en replay, pas d'inquiétude. Le replay vous sera proposé d'ici quelques jours, de même que le PowerPoint, bien évidemment. Et vous allez voir, on vous a mis énormément d'informations de manière à ce que vous puissiez remplir votre déclaration 2020. On démarre justement, comment bien remplir cette déclaration 2020 ? La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a instauré de nombreux changements et bouleversé la déclaration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, quels sont ces changements principaux, Geneviève ? En fait, avec la déclaration 2020, on constate qu'il y a de nombreux changements et je vais vous énoncer les 3 principaux changements. Le premier changement concerne le transfert de l'autorité compétente qui passe de la GFIP vers l'URSSAF. Donc, l'URSSAF a pour rôle de calculer les effectifs d'assujettissement et de transmettre ces données aux entreprises pour qu'elles puissent établir leur déclaration. Et pour cette première année,
la communication des effectifs aux entreprises se fera exceptionnellement au mois de mars 2021. Donc, l'URSSAF vous communiquera aux entreprises l'effectif d'assujettissement, les effectifs des bénéficiaires employés, les effectifs des bénéficiaires réellement employés par les entreprises, ainsi que les effectifs ECAP. Ensuite, l'URSSAF a pour rôle d'enregistrer la déclaration de la contribution, la déclaration des différentes déductions, ainsi que la déclaration des accords agréés. L'URSSAF également est chargée du recouvrement de la contribution et de l'affectation du paiement. Et pour finir, l'URSSAF reste l'autorité de contrôle de l'application de la législation. D'accord, donc voilà pour le rôle de l'URSSAF, c'est-à-dire qu'on n'entend plus parler de la GFIP, est-ce que la GFIP joue encore un rôle? La GFIP continue de jouer son rôle et reste l'interlocutrice principale concernant les demandes de déclaration des années antérieures à 2020. La GFIP continue de donner des informations à toutes les entreprises sur les principes généraux de la réforme de la déclaration annuelle obligatoire des travailleurs handicapés. La GFIP reste toujours l'interlocutrice principale sur le conseil, l'accompagnement, le développement de l'emploi des personnes handicapées ainsi que l'octroi des aides financières destinées à faciliter le recrutement, le maintien dans l'emploi et l'évolution professionnelle des personnes handicapées. Mais précisément sur ce point-là, c'est la particularité d'OETH, eh bien, vous, adhérant à l'accord OETH, vous bénéficiez précisément des aides et services d'OETH, donc vous n'avez pas recours à la GFIP. Est-ce qu'il y a d'autres précisions, Geneviève? Le deuxième changement concerne la simplification de la déclaration. À compter de 2020, la déclaration se fait via la DSN, il n'y aura plus de formulaire papier. Tout est intégré à la DSN. Entendu. Et pour le troisième changement? Le troisième changement concerne l'unité d'assujettissement. L'effectif d'assujettissement est désormais apprécié au niveau de l'entreprise et non plus par établissement. C'est-à-dire que si une entreprise a plusieurs établissements, pour calculer l'effectif de cette entreprise, il faudra tenir compte de l'effectif de l'ensemble des établissements de cette entreprise. Donc voilà pour les principaux changements de la réforme. On va maintenant rentrer véritablement dans le vif du sujet et voir concrètement quels sont les impacts sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc il y a des impacts sur plusieurs niveaux. On commence eh bien par le calcul des effectifs. Bien évidemment, pour calculer l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, il faut d'abord calculer les effectifs. Est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là, Geneviève? En effet, le calcul des effectifs est désormais apprécié en moyenne annuelle et n'est plus arrêté au 31 décembre de l'année de référence. Il n'y a plus de proratisation du temps de travail effectif, mais plutôt une prise en compte du temps de présence dans l'année. L'effectif moyen est calculé par l'URSSAF et communiqué aux entreprises au mois de mars 2021, exceptionnellement pour cette première année. Donc, l'effectif d'assujettissement est comptabilisé en moyenne annuelle, comme je viens de le souligner, et concerne l'ensemble des salariés, à l'exception des intérimaires, des mises à disposition, des salariés portés, des stagiaires de la formation professionnelle en alternance, des apprentis, des salariés sous contrat de professionnalisation et des salariés en contrat aidé. Voilà, et vous avez le mode de calcul donc, qui est affiché. Vous avez un exemple qui vous permet de calculer vos propres effectifs. Y a-t-il d'autres particularités, Geneviève? En effet, il faut noter que le taux d'obligation d'emploi est de 6% et il est révisable tous les 5 ans. Il faut noter également que les entreprises franchissant pour la première année le seuil de 20 salariés bénéficient d'un délai de 5 ans pour la mise en conformité. Et ce délai de 5 ans est aussi valable pour les entreprises nouvellement créées en 2020.
En revanche, il reste de 3 ans pour toutes les entreprises qui ont franchi le seuil de 20 salariés avant le 1er janvier 2020. Donc très bien pour les effectifs. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'URSSAF va vous envoyer les différents effectifs au cours du mois de mars. Et donc vous n'aurez qu'à reprendre ces éléments dans votre déclaration. Donc, on vient de parler du taux d'obligation d'emploi de 6%. Comment atteindre justement ce taux de 6%? Il y a 3 moyens pour mettre en œuvre son obligation d'emploi. Le premier moyen que nous connaissons et que nous incitons des établissements à faire, c'est employer des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. On peut mettre aussi en œuvre son obligation d'emploi en concluant des contrats de sous-traitance avec les ESAT, les entreprises adaptées ou les travailleurs indépendants handicapés ou les entreprises de portage salarial. Et on peut mettre en œuvre son obligation d'emploi par l'application d'un accord agréé. Alors, on va faire un petit rappel quand même sur les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, puisque il y a plusieurs organismes qui délivrent ce titre. Eh bien, il y a la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui délivre la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui est le titre plus connu. Mais ne pas oublier qu'il y a aussi d'autres titres délivrés par la MDPH, à savoir la carte mobilité, inclusion, donc avec la mention invalidité, mais aussi l'allocation adulte handicapé. Et puis l'assurance maladie délivre également des titres qui permettent de bénéficier du statut de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Eh bien, il y a les victimes d'accidents du travail, maladies professionnelles avec un taux d'IPP supérieur ou égal à 10%. Et puis, il y a aussi les titulaires d'une pension d'invalidité. Et puis, à noter que le ministère de la Défense délivre également des titres tels que les mutilés de guerre et victimes d'actes de terrorisme. Donc, ces personnes-là peuvent bénéficier du statut de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, tous ces bénéficiaires employés par l'entreprise sont à saisir dans le bloc 40. Il faut noter que sont pris en compte l'ensemble des travailleurs handicapés, quelle que soit la nature de leur contrat, c'est-à-dire qu'ils soient en CDI, en CDD, en apprentissage, en parcours emploi-compétences, en intérim, en stage ou en période de mise en situation. Ils sont tous à déclarer mensuellement dans la DSN. Pour les stagiaires non rémunérés, l'entreprise doit indiquer la durée du stage, le type de bénéficiaire avec une rémunération à 0. Idem pour les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, il faut noter que le travailleur handicapé peut avoir plusieurs types de bénéficiaires, mais il faut privilégier le type de bénéficiaire qui a la plus longue date de validité. Et s'il remet plusieurs titres à l'employeur, l'employeur choisit le type de bénéficiaire qui lui convient pour faire la déclaration. Et nous avons quand même des spécificités liées à la réforme. Dans les déclarations précédentes, on avait plusieurs minorations. Toutes les minorations ont été supprimées à l'exception des bénéficiaires ayant 50 ans et plus. Donc, pour la déclaration 2020, l'entreprise qui a des bénéficiaires de 50 ans et plus, ces bénéficiaires comptent pour 1,5. Ces bénéficiaires comptent pour 1,5. La suppression des minorations concerne les salariés bénéficiaires ayant moins de 26 ans, l'embauche des bénéficiaires qui étaient chômeurs longue durée, les bénéficiaires sortis des AT ou d'entreprises adaptées, ou le premier bénéficiaire de l'obligation d'emploi employé par l'entreprise. D'accord, donc là ce sont les bénéficiaires internes, mais on peut également comptabiliser les bénéficiaires externes. Qui sont-ils? Pour faire l'effectif moyen, pour calculer l'effectif moyen des bénéficiaires employés,
il faudra saisir au moment de la déclaration les bénéficiaires externes, c'est-à-dire que l'établissement pourra solliciter les groupements d'employeurs ou les entreprises de travail temporaire, et ces bénéficiaires sont considérés comme des bénéficiaires externes. Et il faudra saisir ces bénéficiaires au moment de la déclaration. D'accord. Donc on vient de parler des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc le premier moyen pour répondre à cette obligation. Maintenant, on va parler du deuxième moyen évoqué, donc la sous-traitance. Geneviève, tu peux nous en dire plus? Avec la réforme, les modalités de valorisation des contrats de sous-traitance changent. L'application d'un taux unique est en vigueur, quel que soit le type de prestation, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, il n'y a plus qu'un taux unique pour le calcul de la contribution. Et le montant de ces achats sera plutôt valorisé sous forme de déduction sur le montant de la contribution brute avant les déductions. Alors, exceptionnellement cette année, vous avez jusqu'au mois de mars, vous avez donc à partir de maintenant, jusqu'au mois de mars pour récupérer toutes vos attestations de sous-traitance avec les entreprises adaptées et les ESAT. Suite à la réforme, le calendrier s'est un petit peu allongé cette année. Et vous voyez apparaître donc le mode de calcul pour ces contrats de sous-traitance. Troisième moyen pour répondre à l'obligation d'emploi, c'est la conclusion. Le troisième moyen pour répondre à l'obligation d'emploi est l'application d'un accord agréé. Et le fait d'avoir un accord agréé n'empêche pas les entreprises de faire leur déclaration. Ils devront effectuer leur déclaration via la DSN au moment opportun. Exceptionnellement pour cette année, ça sera au mois de mai 2021. Ils devront également déclarer l'accord agréé et mentionner le numéro d'agrément qui leur a été communiqué par la DGEFT et verser leur contribution à leur organisme collecteur. Donc vous avez tous les éléments qui s'affichent, le numéro, et bien le B 2019 12 19 4x05, c'est le numéro de l'agrément d'OETH que vous devez indiquer, que vous devez saisir donc lors de votre déclaration. Donc on verra plus tard les spécificités qui sont liées à proprement parler à l'accord OETH. Là on va passer à la déclaration en elle-même. Et donc quels éléments faut-il saisir? Pour la déclaration qui aura lieu au mois de mai 2021, il faut saisir les bénéficiaires externes, c'est-à-dire les bénéficiaires mis à disposition par ça apparaît sur la slide suivante, les bénéficiaires mis à disposition par les groupements d'employeurs ou les entreprises de travailleurs handicapés. Et ces informations sont à saisir dans le bloc 13 de la DSN. Ensuite, il faudra saisir le montant de la déduction non plafonnée liée à la passation de contrats de sous-traitance ou de prestation de services avec les entreprises adaptées ou les ESAT ou les travailleurs handicapés ou les entreprises de portage salarial. Donc, pour avoir le montant total de la main-d'œuvre, le calcul est le suivant. Le prix hors taxe des fournitures ou travaux ou prestations réglés par l'entreprise cliente au cours de l'année, moins le coût des matières premières, produits et matériaux, moins le coût de la sous-traitance, moins les consommations intermédiaires, moins les frais de vente et de commercialisation. Et donc à cela, on applique un taux de 30%, qui est un taux unique. Quel que soit le type d'entreprise, quel que soit le type de prestation, un taux unique est à appliquer pour la réforme. À partir de 2020, on n'aura plus qu'un taux unique de 30%. D'accord. Donc, autre élément à saisir après les contrats de sous-traitance, on a le montant des ECAP. En effet, on a le montant des ECAP. Les ECAP, c'est les salariés de l'entreprise
exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. C'est-à-dire, pour ces emplois, l'employeur n'a pas besoin d'embaucher des bénéficiaires de l'emploi puisque c'est des emplois qui sont un peu difficiles. L'entreprise pourra valoriser ces emplois-là. Et le mode de calcul est le montant, est l'effectif ECAP multiplié par 17 fois le SMIC horaire en vigueur sur l'année de référence. Pour 2020, ça sera le montant de 10,15. Donc, montant des ECAP. Ensuite, autre élément et non des moindres à saisir, vous qui êtes adhérent à l'accord OETH, Geneviève. En effet, dans la déclaration de mai 2021, l'entreprise doit déclarer son accord agréé et mentionner son numéro d'agrément. Et puisque le fait de déclarer son accord empêche les entreprises sous accord de verser la contribution à l'URSSAF, il faut suivre les consignes qui sont mentionnées sur la fiche consigne DSN intitulée Comment déclarer sa déclaration annuelle en cas d'accord agréé. Donc, ces entreprises devront déclarer leur accord et mentionner le numéro d'agrément et ne pas verser la contribution à l'URSSAF s'il y a. Donc voici pour la particularité liée à l'accord, justement. On arrive ensuite à la saisie du montant de la contribution, mais on passe d'abord par la contribution brute. À quoi ça correspond exactement? La contribution brute correspond aux unités manquantes multipliées par le barème de la taille de l'entreprise multiplié par le SMIC horaire. Pour obtenir le nombre de bénéficiaires manquants, l'entreprise devra faire la différence entre le nombre de bénéficiaires employés et le nombre de bénéficiaires réellement employés. Donc, avec ce calcul, on obtient le montant de la contribution brute, qui est à saisir en DSN en mai 2021. Donc, il y a un exemple qui vous est proposé. On prend l'exemple d'une entreprise qui a 250 salariés. Cette entreprise devra employer 15 bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Or, dans l'exemple que nous vous présentons, cette entreprise en a employé 12,5. Le nombre d'unités manquantes est de 2,5. Et au vu de la taille de l'entreprise, le coefficient multiplicateur sera de 500. Le montant de la contribution brute s'élève alors à 12 687,50 qui correspond aux 2,5 multiplié par 500 multiplié par le taux horaire du SMIC au 31 décembre 2020. Donc voilà pour le calcul de la contribution brute. Donc il y a un coefficient multiplicateur de 500 qui a ici été appliqué. Pourquoi ce coefficient multiplicateur? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Il y a le coefficient multiplicateur s'applique en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Si l'entreprise comprend entre 20 et 250 salariés, le coefficient multiplicateur sera de 500. Si l'entreprise a entre 250 et 750 salariés, le coefficient multiplicateur sera de 500. Et si l'entreprise a plus de 750 salariés, le coefficient multiplicateur sera de 600. Donc, on a réussi à calculer la contribution brute. Comment faire pour obtenir la contribution nette? Avant de passer à la contribution nette, je voudrais souligner, non, c'est le moment de calculer la contribution nette. Pour obtenir la contribution nette avant écrêtement et après déduction, il faut que l'établissement déclare dans sa DSN le montant des dépenses liées aux déductions. Non, je reprends, excusez-moi.
l'entreprise devra déclarer les déductions éventuelles liées au contrat de sous-traitance avec les ESAT ou liées aux effectifs ECAP ou liées aux dépenses déductibles. Mais en cas d'accord agréé, les entreprises ne sont pas concernées par la déduction des montants des dépenses déductibles. Donc, pour le montant des dépenses liées au contrat de sous-traitance, il faut noter que l'entreprise ayant employé au moins de 3% ne pourra valoriser que jusqu'à 50%, déduire que jusqu'à 50% de la contribution brute. En revanche, pour une entreprise qui a plus de 3% de taux d'emploi, pourra valoriser jusqu'à 75% du montant de la contribution brute. D'accord. Donc là, on est sur l'exemple inférieur à 3%, on valorise 50%. Et là, un exemple où on a un taux d'emploi supérieur à 3% et on valorise bien 75%. On vous laissera prendre connaissance tranquillement de tous ces exemples, puisqu'on vous mettra à votre disposition, pour rappel, le PowerPoint, de la même manière qu'un replay vous est proposé, bien évidemment. Et il faudra aussi déclarer au moment de la déclaration le montant de la contribution nette après écrêtement. Et pour la déclaration, le montant de la contribution nette, l'État a mis en place des mesures transitoires pour permettre d'atténuer les hausses de contributions trop importantes qui résulteraient de la réforme. Ainsi, il y a plusieurs taux d'abattement qui vont intervenir. Pour ce faire, l'établissement devra disposer du montant de la contribution 2019 et du montant de la contribution 2020. Sachez que la GFIP vous transmettra au mois de mars 2021 le montant de la contribution 2019 par sirène. Si le montant de la contribution 2020 est inférieur ou égal au montant de la contribution 2019, alors l'entreprise devra verser ce montant-là, le montant calculé. En revanche, si le montant de la contribution 2020 est supérieur au montant de la contribution 2019, alors le montant de la hausse fera l'objet de déduction selon les tranches de hausse et selon 3 différents taux d'abattement. D'accord. Voici les abattements pour 2020. Ainsi, pour 2020, si la hausse de la contribution se situe entre 1 et 10 000 euros, l'entreprise pourra bénéficier de 30% d'abattement. En revanche, si la hausse se situe entre 10 000 et 100 000 euros, l'établissement bénéficiera de 2 taux d'abattement, un premier taux de 30% et un deuxième taux de 50%. Et si la hausse est au-delà de 100 000 euros, l'entreprise bénéficiera de 3 taux d'abattement, le taux de 30%, le taux de 50% et le taux de 70%. Donc là, ce qu'il faut retenir exceptionnellement pour 2020, c'est que les taux se cumulent. Les taux se cumulent. Voilà, et donc pour les années suivantes, donc là c'est pour la première année, hein, l'année de transition, et les années suivantes, que se passe-t-il? Les années suivantes, il n'y aura qu'un seul taux d'abattement par année. Pour 2020, vous pourrez constater sur la slide suivante que pour 2021, il y aura un abattement de 80% sur le montant de la hausse. Pour 2022, un abattement de 75% sur le montant de la hausse. Et pour 2023, un abattement de 66% sur la hausse. Et 2024, un abattement de 50%. Voilà. Donc tout cela vous est représenté dans ce schéma. C'est l'explicatif que je viens de vous présenter. Voilà. Donc, on vous propose des cas concrets, donc dans ce PowerPoint, des cas concrets donc sur les abattements en fonction des tranches de hausse
qui viennent de vous être expliquées, hein, les différentes tranches de hausse, et en fonction des années également. Donc tout ça sera mis à votre disposition, bien évidemment, très prochainement, en même temps que le replay. Voilà. Pour les différents abattements. Et on en arrive aux spécificités qui sont liées véritablement à l'accord OETH. Il y a deux mentions qui sont très importantes, Geneviève. En effet, ces deux mentions concernent la déclaration de l'accord agréé et le numéro d'agrément qu'il faut mentionner impérativement dans le bloc dédié. Et tous les établissements de l'accord OETH, pour les entreprises qui auront un montant de contribution, il ne faut pas mentionner le montant de la contribution au moment de la déclaration. La valeur à mettre est de 0, ainsi que le numéro d'agrément et les années de référence de l'agrément, la date de début et la date de fin de l'agrément. Ces informations sont à mentionner au bloc dédié de la déclaration. Donc ça, c'est pour les deux éléments très importants, mais il y a d'autres spécificités liées à la conclusion d'un accord. Tout à fait. Les entreprises sous accord ne sont pas concernées par les dépenses déductibles. Parce qu'en fait, pour les dépenses déductibles, dans la mesure où ils ont la possibilité de se faire financer les actions de formation ou de reconversion liées à leurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ils ne doivent pas déclarer les dépenses déductibles. Et ils ne sont pas également concernés par la surcontribution. C'est-à-dire que en cas de non-emploi de bénéficiaires ou de non-conclusion de contrat de sous-traitance, ils ne se verront jamais appliquer le montant de 1500, le coefficient multiplicateur de 1500 pour la contribution. Puisqu'ils sont sous accord, ils auront toujours soit le coefficient de 400, 500 ou 600. Donc voilà pour les mentions impératives. On en arrive au versement de la contribution en elle-même, versement qui devra être effectué précisément en juin, entre le 5 et le 15 juin. Geneviève? En effet, pour cette première année, le versement de la contribution se fera entre le 5 et le 15 juin 2021. Et pour les années à venir, ça sera entre le 5 et le 15 mars des années suivantes. Donc, toutes les entreprises qui ont une contribution à verser devront verser cette contribution à OETH et dont le numéro de compte apparaît sur l'écran, soit par virement, soit par chèque, c'est selon la convenance de l'établissement, de l'entreprise. D'accord. Mais dans la mesure où désormais est pris en compte le SIREN, qu'est-ce qui se passe pour les établissements d'une association, véritablement quand il y a plusieurs conventions appliquées? En effet, dans la mesure où la majorité des établissements d'une entreprise regroupée par MM-SIREN relève de l'accord OETH, cette entreprise devra déclarer en DSN qu'elle relève de l'accord et mentionner le numéro d'agrément et verser sa contribution à l'OETH s'il y a. Et cette information est également valable pour les entreprises qui appliquent volontairement la Convention 51 ou 66 et qui n'ont pas d'adhésion auprès de la FEAP ou NEXEM. Et à l'inverse, si des entreprises ne relèvent pas d'OETH mais souhaitent y adhérer, comment ça se passe? Est-ce possible? En fait, les organisations signataires de l'accord, lors du renouvellement de l'accord OETH, ont souhaité élargir le champ d'application de l'accord aux entreprises non adhérentes à la FEAP ou NEXEM qui appartiennent par leur champ conventionnel ou par leur code NAF au périmètre des organisations à but non lucratif du secteur sanitaire et médico-social. Ces entreprises
ayant choisi d'adhérer volontairement à l'accord OETH bénéficieront de l'offre de service de OETH et devront verser leur contribution à OETH s'il y a et déclarer qu'ils relèvent de l'accord OETH au moment de la déclaration. Avec la fameuse case à cocher. Parfait. Donc, en résumé, pour reprendre les grandes étapes, voici le calendrier prévisionnel. Donc dès maintenant, comme ça a été dit tout à l'heure, vous avez jusqu'au mois de mars pour cela, donc rassembler toutes les attestations de vos contrats de sous-traitance auprès des entreprises adaptées et des ESAT. Ensuite, à partir du mois de mars, eh bien l'AGFIP vous adressera un courrier qui indique la fameuse contribution versée au titre de l'année 2019 et l'URSSAF, lui, vous transmettra les effectifs. Au mois de mai, eh bien, cette année, exceptionnellement, ce sera la période où vous devrez faire votre déclaration en DSN sur un établissement de votre sirène. Et ensuite, en juin, et donc arrivera le versement de la contribution entre le 5 et le 15 juin précisément. C'est exact. Sur la slide suivante, nous vous avons mis quelques liens utiles, 5 fiches consignes sur la DSN qui pourront vous aider sur les modalités déclaratives des ECAP, les modalités du statut, modalités déclaratives du statut des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les modalités déclaratives des salariés portés ou mis à disposition, déclarer les déductions, le paiement et les régularisations relatives à la contribution au ETH, et comment déclarer sa contribution annuelle en cas d'accord agréé. Nous vous avons mis également 5 fiches techniques sur la DOETH qui concerne les effectifs, les accords agréés, les contrats de sous-traitance, les dépenses déductives et la contribution. Nous avons également mis le simulateur, le lien sur le simulateur de la GFIP que nous vous incitons à utiliser, ça vous donnera une idée du montant de la contribution. Et tous ces éléments, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur le site internet d'OETH. Vous avez une rubrique qui est dédiée, la rubrique DOETH. Vous retrouverez tous ces éléments, toutes ces informations sur le site internet. On va passer directement, puisque on voit que l'heure tourne, à vos questions. Donc je reprends les questions qui ont été posées. Nous n'avons plus la déclaration version papier à faire comme les années précédentes et les factures. Donc, effectivement. En fait, il n'y a plus de déclaration papier, tout est dématérialisé. La déclaration se fait via la DSN. Chaque mois, l'établissement devra déclarer dans sa DSN ou dans le bloc 40 tous les bénéficiaires qu'il a employés au cours de l'année, Et il devra conserver les justificatifs en cas de contrôle de l'URSSAF. Ces justificatifs sont à conserver comme dans les années précédentes. Est-ce que c'est à l'entreprise de calculer la contribution? Avec le système précédent, tout était calculé automatiquement. Est-ce que OETH avec la réforme des données changent, c'est à l'entreprise de calculer la contribution en tenant compte des informations transmises par l'URSSAF cette année au mois de mars 2021. Vous avez l'effectif d'assujettissement qui est calculé en fonction des éléments que vous avez transmis à l'URSSAF, ainsi que les bénéficiaires que vous devriez employer, les effectifs ECAP. Donc, une fois que vous avez le nombre de bénéficiaires manquants, vous appliquez le coefficient multiplicateur en fonction de la taille de l'entreprise et multiplié par le taux horaire du SMIC, vous obtiendrez alors le montant de la contribution brute. Si vous avez conclu des prestations de services avec les ESAT, vous mentionnerez, vous déduirez le montant de ces contrats de sous-traitance en fonction du taux d'emploi de votre entreprise. Si vous avez moins de 3% de taux d'emploi, vous pourrez déduire jusqu'à 50% du montant de la contribution brute. Et si vous avez plus de 3%,
le taux applicable sera de 75%. Et ensuite, si vous avez des montants liés aux effectifs ECAP, vous déduisez. Et ensuite, pour obtenir le montant net après écrêtement, ça dépendra du montant de la hausse de la contribution en fonction de la contribution de 2019. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Nous avons l'intention de mettre en place des ateliers sur le thème de la DSN pour aider les entreprises relevant de l'accord OETH pour le calcul de la contribution. Une autre question. Notre association comporte 17 établissements, dont des ESAT et EA. Chaque établissement a son numéro de SIRET, mais sous même sirène. Pouvons-nous prendre en compte les factures de sous-traitance des ESAT pour un de nos établissements? Tout à fait. Vous pouvez prendre en compte les factures de vos ESAT, puisque c'est un contrat que vous avez conclu avec les ESAT, même si les ESAT relèvent, ont le même sirène que les établissements. Il faut noter que l'unité d'assujettissement passe aux sirènes à l'entreprise en tenant compte de l'effectif de l'ensemble des établissements. Donc, une seule déclaration sera faite. En revanche, tous les mois, chaque établissement doit déclarer ses bénéficiaires, qu'ils soient moins de 20 salariés ou plus de 20 salariés. Ils doivent déclarer les bénéficiaires en DSN dans le bloc 40. Mais pour la déclaration, l'entreprise devra choisir un seul SIRET qui portera la déclaration au mois de mai 2021. Un seul SIRET. Et alors, en cas d'erreur, comment modifier les unités bénéficiaires si un salarié a oublié de communiquer son attestation? Plutôt son titre de bénéficiaire. En fait, l'entreprise pourra modifier ses données dans au mois concerné. Il devra mobiliser le bloc changement dans le bloc 40 et aller faire les modifications. Sachez que vous avez un délai de 3 ans pour pour apporter des modifications sur les types de bénéficiaires de vos salariés reconnus travailleurs handicapés. Donc on a une question encore sur les effectifs. Comment faire si nous ne sommes pas d'accord avec l'effectif calculé par l'URSSAF? Donc c'est ce fameux bloc 40 qu'il faut aller renseigner. Pour renseigner et le signaler quand même à l'URSSAF pour cette erreur. En fait, cette année, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas déclaré, du fait de la crise sanitaire, pour d'autres raisons, qui n'ont pas déclaré leurs bénéficiaires de l'année 2020. Ça pourra avoir une incidence sur le montant de la contribution. Vous avez encore le mois de février et le mois de mars, et de toute façon, vous avez un délai de 3 ans pour corriger toutes ces anomalies. Une question sur des postes. Certains postes spécifiques tels que les surveillants de nuit sont-ils comptabilisés dans l'effectif d'assujettissement? Dès l'instant où ils ont un contrat normal, ils sont pris en compte dans l'effectif d'assujettissement. Et on a parlé de 0 tout à l'heure à inscrire dans la déclaration d'accord agréé. Est-ce qu'on peut revenir dessus, Geneviève, puisqu'apparemment ça n'a pas été très clair. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre ce 0 dans la déclaration d'accord agréé? En fait, pour éviter que les entreprises sous accord versent leur contribution à l'URSSAF, puisque toutes les entreprises sous accord, en l'occurrence les entreprises relevant de l'accord de branche OETH, ne doivent pas verser leur contribution à l'URSSAF. C'est toujours l'OETH qui reste l'organisme collecteur. Donc, l'établissement devra mentionner 0 comme montant réel de la contribution due et renseigner les champs indiqués pour que l'URSSAF tienne compte du fait que cet établissement a déclaré un accord agréé, raison pour laquelle il ne recevra pas la contribution de cet établissement puisque cette entreprise relève d'un accord, en l'occurrence de l'accord de branche OETH. Alors, dernière question qui arrive. Donc, si nous sommes CEAP, on ne contribue pas à l'URSSAF.
Dès l'instant où vous relevez d'un accord de branche, vous ne devez pas verser votre contribution à l'URSSAF. Vous renseignez la déclaration comme il se faut, vous mentionnez votre numéro d'agrément et vous ne versez pas la contribution à l'URSSAF, mais plutôt à l'OETH. Comment déclarer les factures des sous-traitants? On revient un petit peu dessus, apparemment ça n'a pas été très clair. En effet, l'établissement devra collecter auprès des entreprises utilisatrices, c'est-à-dire les ISAT, les entreprises de travail temporaire, les entreprises adaptées ou les travailleurs indépendants handicapés, récolter les attestations des contrats de sous-traitance passés avec eux. Et au moment de la déclaration, c'est-à-dire au mois de mai 2021, déclarer le montant lié à ces prestations de services. Je prends une autre question, j'en pioche encore quelques-unes. Les CDD remplaçants, est-ce qu'ils rentrent dans les effectifs? Les CDD remplaçants ne... Juste un instant, je vérifie. Les CDD remplaçants pour un contrat suspendu ou une absence longue maladie ne sont pas à comptabiliser dans les effectifs d'assujettissement. En revanche, s'ils ont un type de bénéficiaire, ils devront être comptabilisés dans les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Y a-t-il un formulaire ad hoc pour payer par chèque ma contribution à OETH? Jusqu'à l'année précédente, on avait un formulaire en ligne sur le site de télédéclaration, mais cette année, nous ne l'avons pas encore fait. Nous verrons avec la GFIP et l'URSSAF s'il y a possibilité de continuer avec ce formulaire. Et nous vous donnerons l'information via notre site internet. Une dernière petite question. Ça défile. Donc, nous ne devons pas retourner à la déclaration papier reçue. Non. Il n'y a plus de déclaration papier. Vous recevez les informations de l'URSSAF et ces informations sont à renseigner dans la déclaration via la DSN. Plus de formulaire papier, tout est dématérialisé. J'ai une question qui est récurrente. Comment va-t-on calculer nos unités bénéficiaires, sachant qu'avant, le calcul se faisait tout seul? Calculer l'effectif des bénéficiaires employés, l'établissement de l'entreprise. Je prends l'exemple de l'entreprise qui a 250 salariés. Il devra multiplier les 250 par 6% et ensuite multiplier le résultat par en fait, je me reprends, 250 multiplié par 6% et on obtient le chiffre de 15 qui est le nombre de bénéficiaires à employer. Tout ça vous est expliqué dans une slide qui figure sur le PowerPoint qui sera mis à votre disposition, pas d'inquiétude. De même que le replay, bien évidemment. Et puis, une fac, puisqu'on va répondre à l'ensemble des questions que vous posez. Donc, même si on n'a pas répondu là en direct à toutes vos questions, pas d'inquiétude, les réponses vous seront transmises via cette fac. Et puis, n'hésitez pas non plus à retourner sur le site internet et la rubrique DOTH pour y récupérer des informations. Voilà, on s'arrête là parce que je vois que les questions défilent, on va pas pouvoir y répondre, je suis désolée. Comme je vous l'ai dit, on vous adressera les réponses par la suite. Donc il me reste à vous remercier tous de votre participation. Sachez que OTH va vous accompagner tout au long de ce semestre qui est très particulier et qui va vous permettre de réaliser votre déclaration. On vous propose de nombreux outils, de nombreuses informations déjà sur notre site. Là, donc le webinaire sera en replay, comme je vous l'ai dit, ainsi que le PowerPoint vous sera proposé, la foire aux questions. Et puis, prochaine étape, eh bien, on vous propose des ateliers
des ateliers qui sont dédiés aux adhérents d'OETH. On va continuer ensuite à communiquer et mettre en place des actions pour vous accompagner, pour bien remplir votre DOETH 2020. Merci à tous pour votre écoute attentive et nous avons le plaisir de vous annoncer sur le site internet OETH les prochains ateliers, les dates et le contenu de ces ateliers. Merci encore pour votre participation. Merci Geneviève, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir tout le monde.